Bonjour Benoît Coquart, je suis Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-Trièves. Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'Association des maires ruraux de France. Cet entretien s'intègre dans un travail engagé par notre association dans le cadre de la préparation du congrès 2021 sur le thème La femme, la commune, la République. Nous avons souhaité éclairer nos investigations par un regard sociologique sur les conditions d'engagement des femmes en milieu rural. Pour cela, nous vous avons sollicité Benoît Coquart, sociologue à l'Institut national de la recherche agronomique et auteur de l'ouvrage Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin, qui est un excellent ouvrage qu'on vous recommande de lire. Monsieur Coquart, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec l'Association des maires ruraux de France. Est-ce que vous pouvez déjà en quelques mots vous présenter ainsi que l'objet de vos études? Bonjour, merci Madame Lacroix pour l'invitation. Donc, je suis sociologue à Dijon, dans un laboratoire qui s'appelle le Césaire. Mes domaines de spécialité, c'est la jeunesse rurale, de manière générale. Voilà, et plus particulièrement, on va dire, les inégalités qui structurent un petit peu cette jeunesse. Je travaille sur ce sujet depuis 2010 maintenant, donc un petit moment, et j'ai en fait la chance de pouvoir suivre toute une cohorte d'individus, à peu près 120 personnes aujourd'hui, en fait, depuis 2010, et de les voir entrer dans l'âge adulte. Aujourd'hui, c'est plus trop des jeunes en âge biologique, on va dire, ils ont passé la trentaine pour la plupart d'entre eux. Mais voilà, j'essaye un petit peu de suivre ce qu'ils deviennent, ce qui m'a amené en fait à traiter de divers sujets, à parler notamment de la question des mises en couple, de l'entrée sur le marché du travail, de l'accès au logement, de la stabilité, de trouver une stabilité économique, un statut social, de aussi parler de l'engagement politique, des opinions politiques, de comment elles pouvaient évoluer. Je me suis évidemment trouvé au milieu aussi du mouvement des Gilets jaunes pendant ma période où je faisais mon terrain d'enquête. Donc voilà, tout ça m'amène en fait à voir que la jeunesse rurale, elle permet, c'est un sujet que moi j'aime beaucoup parce qu'en fait il permet d'aborder tout un tas de phénomènes de société qui dépassent largement la vie et la localité en fait où se trouvent ces jeunesses-là. Moi, plus particulièrement, je m'intéresse à ce que j'appelle les campagnes en déclin, je les trouve généralement pas très loin de chez moi. Enfin, c'est-à-dire que je travaille plutôt sur le Grand Est duquel je suis originaire, et les départements du Grand Est sur lesquels je travaille sont plutôt les départements en déprise démographique. Donc moi, je suis d'origine haut-marnaise, hein, la Haute-Marne, c'est le département très rural, qui est le département qui perd le plus de population en France depuis aujourd'hui une vingtaine d'années, et qui continue d'en perdre, et qui va un petit peu à l'encontre finalement il n'y a pas que la Haute-Marne qui est dans ce cas-là, quand certains cantons dans certains départements en perdent aussi, certaines villes moyennes notamment, plutôt que les villages. Mais disons que ça, la question des campagnes en déclin, elle est un petit peu à rebours de la dynamique aujourd'hui des espaces ruraux qui attirent beaucoup de populations, où on a notamment une inflation des prix de l'immobilier, vraiment un regain d'intérêt même pour les résidences secondaires, et qui attirent notamment des populations plutôt stables économiquement, qui parfois vivent à la ville et à la campagne. Et aussi, et là c'est moins, je pense que c'est un phénomène qui est moins vu, moins intéressant, en tout cas du point de vue médiatique, alors que nous, sociologues, il est plus massif, donc c'est plutôt à celui-là qu'on s'intéresse. Il y a toute une partie de la population qui n'a pas forcément les moyens de continuer à vivre en ville, et qui va en fait venir s'éloigner généralement de son lieu de travail, ou changer en fait de mode de vie, ne plus travailler dans les espaces urbains pour choisir le périurbain. Et si le périurbain est déjà inaccessible, on va aller encore plus loin vers le rural. Et Hmm. ça, il me semble que c'est les enjeux aujourd'hui de la ruralité au niveau démographique qui sont là. C'est de savoir si finalement les campagnes qui sont en déclin, qui sont grosso modo les anciennes campagnes industrielles, donc la France rurale productive, pas la France rurale à dominante agricole, la France rurale à dominante ouvrière, vraiment marquée en fait par ce passé industriel, aujourd'hui perd des habitants, elle subit les crises économiques et elle n'attire pas de nouvelles populations. Alors que les régions rurales qui étaient déjà dynamiques, qui n'avaient pas de problème en termes de niveau de vie, où tout était comparable à peu près à ce qui se passait dans les villes, elles continuent d'attirer de plus en plus de monde et de bénéficier, on va dire, de l'économie qui se déroule dans les aires d'affluence des grandes métropoles. Et donc voilà, il y a une polarisation rurale qui est en train de se faire entre des zones qui subissent une certaine forme de ségrégation socio-spatiale, si on veut, qui sont à l'écart en fait des grands flux économiques,
et une autre ruralité qui, elle, est très bien pourvue, en fait, qui est très bien dotée en différents services. Et voilà, j'insiste là-dessus parce qu'on va y venir après, mais pour toutes les questions d'engagement, notamment des femmes dans la vie politique et les questions de vie sociale, de vie collective, on retrouve en fait ces inégalités-là. C'est-à-dire que les Hmm. difficultés, elles se posent dans les territoires où l'économie elle-même est en difficulté. Et quand D'accord. l'économie elle-même est en difficulté, les gens sont en difficulté et ils ont, entre guillemets, pas le temps ou pas la possibilité de s'engager. D'accord. Vous avez compris que nous, on était particulièrement intéressés sur nos études au sein de la MRF sur les trajectoires des femmes en milieu rural. Du coup, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la réalité des conditions de vie des femmes? Mmh. Bah là encore, c'est pour ça que je me suis permis de faire un peu la dichotomie campagne en déclin et on va dire les campagnes attractives, si on veut grosso modo faire un modèle binaire. Bon, bien sûr, quand on travaille sur des terrains appliqués, on voit que il y a beaucoup plus de catégories que ça qu'il faudrait mettre en œuvre pour comprendre toute la ruralité. Mais en gros, il y a des territoires où les femmes sont tout autant, voire plus diplômées que les hommes, les territoires ruraux et où le taux d'emploi féminin est très proche du taux d'emploi masculin. Ce qu'on retrouve par contre beaucoup plus dans la ruralité, dans toutes les ruralités, qu'elles soient attractives ou en déclin, c'est que les femmes en milieu rural travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes, c'est-à-dire que bon, ça c'est quelque chose qu'on retrouve en ville, mais de manière beaucoup, dans une proportion moindre que en rural. Et là où il y a une vraie différence, c'est que ben, dans certains territoires, ceux qui sont attractifs, ceux où on peut bénéficier du marché de l'emploi, notamment du secteur tertiaire lié au milieu urbain, les femmes diplômées peuvent continuer à vivre et à faire leur vie au pays, à faire leur vie dans le village duquel elles sont originaires, ou même à venir s'installer à la campagne alors qu'elles sont originaires de la ville. Et on a en fait les campagnes en déclin où les femmes diplômées partent massivement. C'est-à-dire que les géographes, quand ils nous expliquent pourquoi ces campagnes-là sont en déclin démographique, les démographes plutôt, ils nous disent c'est parce que les femmes en âge de procréer sont parties. Les femmes en âge de procréer, c'est les 18-35 ans. C'est comme ça que c'est catégorisé dans la démographie. Et parce qu'en fait, une fois qu'elles partent faire des études supérieures, qu'elles sont, vous savez que les femmes, notamment, ça j'y reviendrai après, mais notamment les femmes de milieux populaires, puisque la ruralité, elle est caractéristique de ça, c'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants d'ouvriers et d'employés qu'en ville, dans des proportions supérieures, et il y a moins d'enfants de cadres et de professions intellectuelles. Et donc, en fait, c'est des gens les jeunes ruraux sont souvent des premières générations à la fac. Et parmi ces milieux sociaux-là, on sait que les femmes réussissent bien mieux à l'école. C'est-à-dire que dans toutes les classes sociales, les femmes réussissent bien mieux à l'école que les garçons. Elles sont meilleures à l'école. Après, elles sont moins bien payées sur le marché du travail, etc. Mais c'est des phénomènes de discrimination. Ce n'est pas lié au fait qu'elles ont moins de diplômes. Et par contre, dans les milieux, plus on va en fait vers des milieux où on ne sait pas ce que c'est que les études supérieures, on ne sait pas s'orienter, il y a toute une cohorte de jeunes femmes qui va passer le bac, qui va faire des études générales, et qui après va à la fac en étant prise dans un phénomène de ce qu'on appelle de massification scolaire, c'est-à-dire qu'on va faire des études supérieures sans trop savoir forcément maîtriser tout ce jeu de l'orientation qui est très compliqué, sans maîtriser ensuite la culture estudiantine, les manières de s'intégrer à la fac, etc. Mais pour le faire, on y va parce qu'on joue on joue le jeu de l'école, qu'on est bonne à l'école. Et une fois qu'on part, on coupe les ponts en fait avec la sociabilité rurale parce qu'on vient d'un département où il n'y a pas d'université, parce qu'on est voilà, loin des grandes villes qui concentrent ces établissements d'enseignement supérieur. Et donc, il se passe quelque chose de tout simple, c'est qu'une fois qu'on est diplômé, qu'on a tout bien coché, en fait, toutes les cases qu'on nous demandait, on a fait tout ce qu'on nous demandait de faire, eh bien, on se rend compte qu'on est trop formé ou trop qualifié ou qualifié autrement que ce qu'il faudrait pour retourner sur le marché du travail qui correspond à notre territoire d'origine. Là, je me mets notre territoire d'origine, je me mets dans la peau de ces jeunes femmes là qui se disent, du coup, qui me disaient, moi j'ai commencé à travailler là-dessus en 2010, c'était mes premiers entretiens, c'était avec des jeunes étudiantes qui étaient en fait comme moi, on était partis ensemble à la fac, enfin voilà, donc je les connaissais de cette manière-là et qui me disaient, mais je ne vais pas revenir faire caissière alors que j'ai un bac plus 5, mes parents ont payé les études, enfin voilà, tous ces trucs qu'on connaît tous autour de nous, je pense, mais avec ce vrai dilemme de se dire, moi je me sens appartenir en fait ailleurs, moi mes amis, généralement le conjoint, etc., sont restés au village, moi je veux y retourner, c'est là-bas que je veux faire ma vie, mais je ne peux pas parce que en fait, ça ne correspond plus aujourd'hui à mes qualifications. Et ça, c'est important d'insister là-dessus parce que longtemps, les jeunes femmes ont été dépeintes, notamment par la sociologie, comme en fait un groupe social qui voudrait s'affranchir de la ruralité
et adopter en fait le mode de vie urbain avec une espèce de dichotomie ville-campagne qui, moi, je trouve, ne tient pas vraiment en matière de style de vie aujourd'hui. Mais en tout cas, de se dire, elles développeraient, on va dire, un certain mépris vis-à-vis de la ruralité une fois diplômées, et puis elles ne voudraient plus y revenir. Ça, moi, je l'ai entendu même dans la bouche, pour le coup, des locaux, enfin, voilà, qui disent, bah, voilà, les jeunes, ils savent pas ce qu'ils perdent, bah, s'ils veulent partir, qu'ils partent. En fait, à un moment donné, on fait de nécessité vertu en se disant que si on doit partir à la fac quand on a 18 ans, autant se dire qu'on en a envie et qu'on a envie d'aller à Reims, à Nancy, enfin, moi, je prends des villes du Grand Est, voilà, à Dijon. Et est-ce qu'elles réussissent à revenir, ces femmes, alors? Justement, moi, j'ai voulu montrer en les suivant comme ça, d'année en année, qu'elles essayaient tout le temps de revenir. Ce que nous montrent les enquêtes statistiques, hein, c'est qu'il y a un tiers d'une génération dans chaque à peu près zone bassin d'emploi rural qui va partir faire des études à l'extérieur. Sauf que dans les campagnes attractives, tout le monde revient. Des fois, il en revient même plus que ce qui part. Enfin, en gros, ça revient très bien. Et dans les campagnes en déclin, on ne revient pas. Mais on essaye de revenir. Et il y a des tentatives. Simplement, quand on n'arrive pas à se stabiliser sur le marché de l'emploi local, on repart vers la ville. Donc, il y en a qui font après des sacrifices énormes, hein, faire 1 heure et demie de trajet en voiture tous les jours pour acheter la maison près des parents avec le conjoint qui, lui, est resté ouvrier ou qui est devenu artisan dans le village. Donc, lui, il se dit, c'est ça aussi, c'est une négociation conjugale dans laquelle la femme n'a pas le pouvoir. C'est où lui, il dit, bah, moi, regarde, je suis un artisan, je suis un ouvrier qualifié, j'ai une bonne place sur le marché du travail local. Je travaille depuis que j'ai 16, 17 ans dans la même boîte, j'ai déjà de l'ancienneté, on a acheté une maison ensemble, on l'a construite, on a tout ici. Donc, si tu veux, bah voilà, on ne va pas déménager demain dans la grande ville où je vais être obligé d'aller dans les agences d'intérim et perdre en fait tout mon ce qu'on appelle le capital d'autochtonie en sociologie, c'est-à-dire toutes les ressources qu'on peut tirer du fait d'avoir une bonne réputation, d'être bien connu, de pouvoir trouver du travail via les recommandations, etc. On ne va pas perdre tout ça au motif qu'il n'y aurait pas d'emploi pour les femmes ici. Et de l'autre côté, j'avais le discours de celles qui restent et qui n'ont pas fait d'études, qui subissaient en fait le manque d'emploi féminin de manière générale, où souvent leur conjoint répondait pour elles dans les entretiens, il me disait, mais de toute façon, ici, il n'y a rien pour les femmes. Donc, elles ont meilleur temps en fait de s'engager dans la carrière maternelle, c'était comme ça qu'on m'expliquait dans les milieux les plus précaires, plutôt que d'essayer de chercher des emplois en fait qui sont très soumis à concurrence et qui n'aboutiront à rien. Et voilà, donc il y a vraiment en fait des disparités locales là-dessus parce que moi là je me rends compte, notamment depuis que j'ai publié le bouquin à vocation un petit peu pas de vulgarisation, mais d'une diffusion plus grande, on va dire, des études scientifiques. Je suis souvent amené à le présenter dans des territoires très attractifs où il y a notamment beaucoup d'associations qui sont tenues par des jeunes femmes diplômées, qui étaient étudiantes, qui sont parties à la ville faire leurs études et qui reviennent animer leur village. Et en fait, des fois, on ne se comprend pas sur la réalité qu'on décrit. Et moi, c'est vrai que quand je fais juste un petit cadrage stade, généralement, avant d'aller dans une localité pour essayer de leur parler un peu, de comparer, en tout cas, avec ce que je décris, et je vois que c'est effectivement pas du tout la même chose selon les territoires ruraux. Mais ça, il faut s'enlever de la tête, de toute façon. Moi, je trouve ça très bien. Après, à niveau politique et tout, je comprends tout l'intérêt qu'il y a à faire, par exemple, une association des maires ruraux et à penser des fois à la ruralité dans une problématique spécifique, parce que les ministères, la gestion des comptes, etc., des attributions, tout ça, et il y a une dichotomie urbain-rural qui est forte en France. Mais par contre, dire que la ruralité, c'est un ensemble sociologique cohérent, ça serait comme dire qu'Aubervilliers et Neuilly-sur-Seine, c'est la même chose parce que c'est de la banlieue parisienne, alors qu'on a les plus grandes disparités, les villes les plus pauvres, les villes les plus riches de France. C'est la même chose si vous prenez les campagnes attractives de l'ouest de la France, où il y a beaucoup de diplômés, où il y a du tourisme, où, enfin voilà, vous pouvez être dans les campagnes viticoles, etc. Et, je sais pas moi, les villages des Ardennes ou de la Meuse, voilà, qui sont bâtis autour d'une usine qui a fermé dans les années 90 et où il n'y a plus de perspective d'avenir pour la jeunesse. Ouais, ouais. Et malgré cette diversité que vous, voilà, vous expliquez bien, est-ce qu'on arrive malgré tout, selon vous, à ce que se dégagent en fait des conditions qui seraient propices à l'engagement? Est-ce qu'on peut dire le milieu rural, à certains endroits, il est plutôt propice à l'engagement pour les femmes ou pas, et à d'autres endroits? Est-ce que ça, vous arrivez à sortir quelques lignes d'analyse à ce sujet? Oui, bah, en fait, c'est un peu dommage, mais dans mon livre, pour des raisons éditoriales, on a enlevé tout un chapitre qui est en fait un récit comment dire, d'une campagne municipale dans laquelle s'est lancée une jeune femme au foyer, qui mère au foyer. Ah, bah voilà, c'est ça qui nous intéresse. Là, je vais vous en parler, mais il n'y a pas qu'elle hein, dans ce cas-là. Mais en fait, moi, j'explique que
En même temps, le milieu rural, on sait qu'il y a des problèmes de représentativité politique évidente en fait, parmi les élus en milieu rural, c'est-à-dire qu'on a une population qui est quand même autant féminine que masculine, et on sait que bah, voilà, plus on va vers les petites localités, plus en fait, les élus sont des hommes. C'est en train de bouger avec l'intercommunalité, hein, qui n'a pas forcément que des bons aspects, parce qu'en fait, on sait que les réformes de l'intercommunalité sont notamment en train de mettre un petit peu à l'écart tous les profils d'élus qui avaient le moins de capital scolaire, c'est-à-dire que les gens qui avaient fait le moins d'études et du coup qui n'avaient pas fait forcément beaucoup d'études supérieures vont avoir tendance à être exclus ou à s'auto-exclure des mandats vers l'intercommunalité parce qu'on considère qu'il y a plus de gestion administrative à faire, etc. Et que du coup, bah, enfin, on se rend compte qu'il y a un renouvellement sociologique des élus qui s'opère en fait par cette nouvelle gestion administrative finalement. Et bon, ça c'est quelque chose qui va notamment faire un petit peu décroître la part bah, des ouvriers, des employés, maires ou adjoints, des agriculteurs aussi. Mais bon, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, ça féminise. Le, la représentation des élus se féminise. Par contre, là où on a un souci qui est, à mon avis, encore plus fondamental, donc déjà, il est générationnel, c'est que bah, les jeunes ruraux sont très peu représentés dans les conseils municipaux et encore moins au poste voilà, de maire. Et parmi les femmes, encore plus, en fait, si on prend parmi ces jeunes ruraux. Et même, en fait, moi j'insisterai vraiment là-dessus, c'est quand on parle de la vie politique, il faudrait élargir un petit peu par rapport à simplement la vie qui est liée à un vote, c'est-à-dire la politique, l'élu comme ça, qui serait l'élu de la commune. Il y a aussi toute la vie associative, tout ce qui participe en fait de la vie de la cité, qui anime la commune, où là on voit que tous les espaces en fait qui permettent d'avoir une place, d'avoir un rôle dans l'espace public, d'avoir un rôle valorisé, est assez largement dévolu en fait à soit des loisirs, soit des activités plutôt considérées comme masculines. Bon voilà, moi je suis très favorable à tous les engagements associatifs des jeunes ruraux. Il faut voir qu'ils sont plus engagés généralement que les jeunes urbains. Souvent on dit bah, les jeunes ruraux ils veulent plus s'engager aujourd'hui. En fait, quand on prend statistiquement, ils font plus souvent partie d'une association, ils sont plus souvent bénévoles dans des associations. Simplement, ça va être des coups de main donnés au club de foot, ou aux pompiers volontaires, ou à l'association de pêche, ou à l'association de chasse. Et ce n'est pas forcément considéré comme les activités culturelles les plus légitimes, on va dire, du point de vue notamment du ministère de la Jeunesse. Et c'est intéressant parce que souvent, ce n'est pas comptabilisé comme une activité d'engagement, alors même qu'en fait, ça peut leur prendre énormément de temps chaque semaine pour finalement faire aussi qu'il y ait une vie publique, que la jeunesse ait un espace d'expression, qu'on puisse voilà, se retrouver le dimanche autour du terrain de motocross du village, par exemple, qu'on entretient, Et, etc. et pour les femmes, on les voit quand même beaucoup au niveau de l'école, dans les sous des écoles, par exemple. Ouais, mais là, par contre, déjà, les écoles, ça implique d'avoir des enfants. Donc, quand vous êtes autour de la vingtaine, à l'époque où j'ai connu justement mes enquêtés, qui étaient en fait à l'âge de la première mise en couple, il y avait une forme d'invisibilisation en fait, de toutes ces jeunes femmes qui était double parce que les logiques de mise en couple aujourd'hui, bon, on le sait tous, hein, on ne se marie plus avec quelqu'un du clocher d'à côté. En fait, les espaces de rencontre sont beaucoup plus larges, le périmètre de rencontre est beaucoup plus large, et souvent, du coup, il y a un des deux membres du couple qui doit en fait venir habiter dans la localité de l'autre. Et là, ça n'a pas changé depuis Lévi-Strauss, depuis la vieille anthropologie, c'est les femmes qui circulent. C'est-à-dire que quand on se met en couple, c'est la femme qui vient rejoindre son conjoint sur son lieu de vie. Vous savez, dans les classes supérieures, c'est les femmes qui suivent en fait la carrière de leur mari et qui vont du coup ne pas pouvoir faire carrière parce qu'elles démissionnent pour le suivre lui qui va aux quatre coins de la France ou du monde. Dans les milieux populaires, donc plutôt dans les milieux ruraux, on va avoir un peu la même chose, mais avec simplement le lieu de vie où bah, quand on se met en couple à la vingtaine, généralement il y a un fort écart d'âge entre l'homme et la femme. L'homme est plus vieux, il est entré plutôt sur le marché du travail en lien avec le fait que les emplois disponibles sont davantage dans des secteurs considérés comme masculins, qu'il y a plus d'emplois stables pour les hommes en milieu rural que pour les femmes. Et donc, il va avoir beau jeu en fait de dire, bah, moi, j'ai déjà voilà, une stabilité ici, professionnelle. En plus, les règles de l'héritage, informelles bien sûr, mais elles sont ce qu'elles sont en France aujourd'hui. On transmet beaucoup plus de capital à un garçon qu'à une fille. Donc en fait, il va beaucoup plus, si vous voulez, les jeunes femmes typiquement vont faire des études et vont s'en sortir en fait par ces études-là, et on considère que c'est l'investissement qu'on a mis pour elles, quoi.
Et de l'autre côté, les jeunes hommes, eux, vont faire des études courtes, mais vont recevoir en fait plus de capital de la famille et vont pouvoir accéder à la propriété plus tôt. Et en plus, généralement, puisqu'on est en milieu rural et populaire, on construit sa maison soi-même à bas coût. Donc on devient très tôt, on a très tôt une assise en fait qui vous insère un peu dans la vie d'adulte et qui permet voilà, au jeune homme de dire toi tu viens me rejoindre et la jeune femme, moi, là c'était vraiment au cœur de mes recherches parce que moi en fait mon enquête elle était par immersion si vous voulez. J'habitais de manière permanente là où j'étudiais, je passais ma journée avec les gens et donc les jeunes femmes me racontaient, moi j'ai coupé les ponts en fait avec ma vie d'avant, c'est-à-dire que là où j'existais, là où on me connaissait, là où j'avais ma famille depuis plusieurs générations, tout ça, j'en suis parti pour venir rejoindre mon conjoint dans son village. Là où lui, il existe, là où lui, il a son club de foot ou sa chasse ou que sais-je. Et donc, elle avait l'impression d'être au second rang. Me disait, parfois, voilà, même dans les soirées, on fait les plantes vertes. Finalement, on n'a que des rôles, bon, elle ne le disait pas forcément dans ces mots-là, mais d'hôtesse un peu d'accueil des sociabilités masculines. Ou alors au club de foot ou à la société de chasse, on fait à manger, on aide, on fait la prep, mais on n'est pas en fait au premier rang. Et on n'est pas visible en tant que collectif féminin comme l'est en fait le collectif des hommes qui lui va se valoriser par là. Il y a eu pas mal d'enquêtes sociologiques là-dessus qui montrent que le fait de, par exemple, être un joueur de foot qui s'investit pour son club, qui est bon au foot, qui a un bon copain, ça va aider à trouver un travail stable, que les gens vont parler de vous en bien. Mm. Il n'y a pas en fait l'équivalent pour les jeunes femmes. Et cet écart vraiment de l'offre de loisirs et de l'offre en fait d'espace public qui permet de s'exprimer, qui permet de montrer qu'on existe, il est vraiment inégal. Il y a des travaux qui sont en cours là-dessus, qui vont dans le sens de ce que je dis, mais qui, à mon avis, sont à prendre en compte pour une véritable politique, pas seulement de jeunesse, mais une politique qui réduit les inégalités hommes-femmes de manière générale en milieu rural, où il faut en fait des espaces qui réunissent les gens et qui leur permettent aussi de mettre un premier pied dans la vie publique. Et si je peux me permettre, je finis ma réponse là-dessus parce que je voulais finir un peu mon raisonnement par rapport à votre question initiale sur on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec cette jeune femme mère au foyer qui, d'un seul coup, se met sur une liste au municipal, alors même qu'elle me dit que, voilà, ça fait des années qu'elle explique qu'elle déteste la politique, elle est abstentionniste, comme tous les gens dans son groupe d'amis. Bon, voilà, ils sont vraiment des profils qui ne prédisposent pas, on va dire, à l'engagement. Et puis, elle commence en fait à s'engager un tout petit peu dans une association pour un nouveau comité des fêtes parce que beaucoup de jeunes comme elle déplorent qu'il n'y a plus de bal dans le village. Elle habite dans un village où il y a une quinzaine d'années, il y avait un bal tous les 15 jours qui réunissait entre 400 et 600 personnes. Et dans une énorme salle des fêtes, etc. C'était quelque chose qui drainait un petit peu la population des alentours et dont la jeunesse locale était assez fière en fait et elle y participait. Et elle se retrouve un peu dans cette génération-là où on est nostalgique de ce qu'ont vécu les jeunes d'avant, les aînés, en disant nous, il y avait des balles tout le temps, c'était super, on voyait tout le temps de nouvelles têtes. Et puis elle elle est dans la génération qui dit et c'était mieux avant. Et nous, on n'a plus rien. Donc on se fréquente chez les uns les autres et on peut plus, il y a plus d'espace en fait de sortie et d'amusement. Et voilà. Et bref, elle se retrouve un petit peu là-dedans, elle donne quelques coups de main et petit à petit, elle va en fait être sollicitée par un ancien élu qui veut faire une liste d'opposition municipale. Alors ça, c'est quelque chose d'important, mais je pense que souvent, il y a une espèce de discours que j'entends moi, de dire il ne faudrait pas dans les petits villages, là on est sur un bourg, hein, 1500 habitants, l'opposition municipale, c'est pas bon, ça divise, après les gens n'aiment pas les histoires. Là pour le coup, c'est le fait de s'opposer à la mairie en place qui va motiver les jeunes à s'engager. Parce qu'ils n'aiment pas la mairie en place, parce qu'il y a eu tout un tas d'accrochages. Enfin voilà, les jeunes du coin ont subi diverses en fait, politiques, notamment de répression par les gendarmes qui étaient commandités par la mairie de diverses sociabilités juvéniles. Par exemple, le fait de se réunir dans les rues, c'est mal vu, comme on dit. On dit plus se promener dans le village, mais traîner dans le village. Il y a des études sociologiques là-dessus qui montrent en fait que la tolérance à la présence des jeunes dans les rues en milieu rural, elle a beaucoup décliné, à mesure aussi que l'interconnaissance, elle s'affaiblissait, qu'on connaissait moins les jeunes, que l'emploi aussi s'était délocalisé. Donc les jeunes travaillent de plus en plus loin. Moi, les vieux des villages me disaient, on les voit que garer la voiture le soir. Donc on ne sait pas qui c'est. Donc il y a une méfiance qui s'installe, même si c'est des voisins, même si des gens qui vivent pas loin. On ne vit pas finalement dans la même sociabilité. On ne vit pas finalement dans la même vie publique.
Et le village est devenu un village dortoir parce que en fait, le secteur d'emploi il est à 50 km et si on veut continuer à vivre ici, il faut qu'on s'astreigne à faire de la route et quand on rentre tard le soir, on a autre chose à faire que du coup d'aller animer pour X raison, par quelconque moyen, la vie du village. Et tout ça, en fait, c'était un peu ce qui essayait de contrebalancer cette association-là et via la liste municipale qui a été mise en place. Et donc, c'est une jeune femme que vous retrouvez dans le bouquin qui s'appelle Sandra, qui s'engage là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on dit, en fait, dans son groupe d'amis, qui est composé quasi exclusivement que d'hommes, ça je ne vais pas développer, mais c'est assez caractéristique en fait, des groupes d'amis en milieu rural. Les gens qui ont le plus d'amis, qui sont le plus entourés, sont les garçons. Et les jeunes femmes, parce qu'elles ont coupé les ponts, parce qu'elles ont des rôles plus secondaires, ont du mal en fait, à se faire des solidarités amicales. Et ça pèse beaucoup en fait, sur leur existence. Mais en tout cas, dans son groupe d'amis où il n'y a que des garçons, c'est d'abord les garçons qui sont sollicités pour faire partie de la liste municipale et ils disent nous, on ne saura pas se tenir, le conseil municipal, il faut parler bien, etc. Bon, bref, si ça s'accroche, voilà. Et puis en plus, on n'a pas forcément envie de s'engager, vraiment de s'astreindre en fait à cette contrainte-là. Mais ils disent, nous, par contre, il y a Sandra qui, elle, en plus, elle a la tchatche, plus que nous. C'est-à-dire que, voilà, elle se laisse pas faire, elle saura imposer ses idées, etc., et défendre les jeunes. Il y a vraiment l'idée d'une politisation par la génération. Ils se disent jeunes, ils ont 30 ans hein, presque, mais voilà, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que les gens du conseil municipal, où à l'époque, il n'y a personne qui a moins de 56 ans, un truc comme ça. Et l'essentiel des membres ont plus de 70 ans. Et donc déjà, il y a cette coupure générationnelle. Je rajouterais aussi qu'il y a une coupure sociale parce que en fait, les membres du conseil municipal en place sont issus de la petite bourgeoisie locale, comme c'est généralement le cas hein, parmi les populations d'élus, alors qu'on est sur des régions en fait très massivement, très majoritairement peuplées par des ouvriers et des employés. Donc les personnes n'ont pas les mêmes conditions de vie, n'ont pas les mêmes intérêts, objectifs, voilà. Donc ils ne se retrouvent pas forcément dans les mesures politiques et dans ce qui est fait. Et une fois qu'elle se met à s'engager en fait, dans la campagne municipale, c'est là où, à mon avis, il faut arriver à travailler là-dessus. Vu qu'elle est très isolée, que son profil en fait, n'est pas commun, qu'elle est la seule en fait, sur la liste qui se retrouve à être très jeune, sans expérience politique, et qu'elle n'a pas avec elle d'appui, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas, par exemple, je ne sais pas moi, les jeunes femmes du club de gym ou les jeunes femmes de l'école, pour le coup, des parents d'élèves. En fait, elle se retrouve très vite à être assez calomniée en disant qu'elle est opportuniste. Puis, parce qu'elle n'a pas d'emploi et parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans des régions où il y a un fort taux de chômage qui est arrivé depuis la fin des années 90, quand vous n'avez pas d'emploi, vous êtes calomnié, vous êtes traité de cas social, d'assisté, etc., avec tout ce vocable qui a été produit dans les sphères politiques en haut lieu, si vous voulez, mais qui s'est diffusé dans la vie quotidienne des gens. Et donc, on reçoit à l'époque dans les boîtes aux lettres du village des mots anonymes qui la calomnient, elle, en disant qu'elle va venir prendre de l'argent à la mairie, etc., l'argent qu'elle ne gagne pas, enfin voilà, toute une insinuation. Elle y répond en allant, pour le coup, confronter les femmes parce qu'elle apprend que c'est d'autres femmes d'autres listes, mais bien plus âgées qu'elle, qui avaient fait ces mots, et puis elle se défend, en fait, elle arrive à faire sa place dans la campagne. Malheureusement, elle est pas élue, sa liste ne passe pas, parce que voilà, c'est le conservatisme qui domine, le maire en place repasse, hein, comme les trois quarts du village. Mais par contre, cette expérience-là va l'installer en fait durablement dans l'association qui voilà, revigore un petit peu les fêtes locales et qui vont refaire pour le coup des balles qui fonctionnent super bien, avec beaucoup de jeunes qui arrivent, des cantons aux alentours. Et elle a pris une place dedans. Et cette place qu'elle a pris en fait dans la vie publique locale, je vais faire court, hein, mais ça lui a permis d'avoir un retour à l'emploi, alors même qu'elle venait d'avoir un enfant et qu'on pouvait se dire, vu son profil, vu qu'elle gagne une famille plutôt précaire, que sa mère ne travaille pas non plus, etc., elle va s'engager dans une carrière maternelle et elle ne va pas réussir à trouver un emploi. Par le bouche à l'oreille, par le fait qu'on va valoriser le fait qu'effectivement elle a la tchatche, qu'elle est courageuse, qu'elle se lève le matin pour les associations, voilà, qu'elle en fait pour les autres, on va la recommander pour un emploi de caissière. Bon, ça ne paraît pas faramineux comme ça, mais il y a une énorme concurrence en fait sur les emplois précaires féminins. Je pourrais vous parler aussi des call centers qui s'installent et quand ils publient en fait des annonces tout de suite, il y a tout un tas de CV qui arrivent parce que même de l'emploi précaire à mi-temps, etc., est très demandé. Et ben, elle retrouve cet emploi-là, elle retrouve une stabilité,
Et voilà, pour elle, je ne dirais pas que tout va bien parce qu'en fait, elle a des problèmes de précarité liés au fait que voilà, c'est difficile de vivre, notamment quand on n'a pas hérité d'un capital, son conjoint non plus, donc ils sont en location. Et voilà, c'est un peu paradoxal, mais en milieu rural, l'accès à la propriété, notamment dans le Grand Est, qui est très peu peuplé, l'accès à la propriété est très peu cher. On est parmi les zones les moins chères de France, mais le locatif, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, les propriétaires mettre des loyers qui peuvent être assez élevés en comparaison de ce à quoi on accède. Donc, elle a encore des difficultés, on va dire, mais cet engagement-là l'a vraiment amené. En fait, il y a un lien complet entre l'emploi, l'engagement, la présence qu'on a dans la vie de la cité. Et ça, il me semble que c'est un peu. Ouais, voilà, c'est des choses à mettre en place avec. Je vais m'arrêter là, mais j'ai tout un tas d'idées et je connais des personnes qui mettent en place des petites innovations sociétales pour aider à ça, en fait, pour aider à recréer un sentiment d'appartenance à un collectif qui va au-delà de son foyer, au-delà de soi, au-delà de ses problèmes à soi, et qui permet ensuite d'accéder à quelque chose de concret aussi pour soi, c'est-à-dire de comprendre que dans l'engagement pour les autres, on va aussi recevoir soi-même. Parce que quand on est dans une forme de précarité, quand on est déjà au service des autres, dans sa famille, dans son couple, tout le temps, on se dit pourquoi me rajouter en fait une charge et une contrainte. Les hommes ont beau jeu de s'engager dans la vie publique quand ils n'ont pas, voilà, c'est les critiques féministes classiques, mais à faire la vaisselle chez eux, voilà, à s'occuper de tout le reste. Et donc il faut en fait arriver à faire en sorte qu'il y ait retour sur investissement un petit peu pour ces jeunes femmes-là, qu'il n'y ait pas aussi des mises à l'écart d'emblée par leur statut social, puisque forcément, si on s'adresse aux femmes, et notamment les femmes de plus de 30 ans dans les territoires ruraux, les femmes les plus représentatives de la population, ça va être des jeunes femmes plutôt précaires. Là, ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans la féminisation des élus, c'est que c'est des jeunes femmes très diplômées. Alors tant mieux, bon, ça fait une féminisation, voilà. Et je trouve qu'on applaudit vite la parité en se disant, mais sans voir qu'on reproduit l'effet finalement de non-représentativité sociale en termes de profils sociaux, tout simplement des gens, des élus. On féminise, mais on met des personnes qui n'ont de fait pas les mêmes conditions de vie que leurs administrés, quoi. Ouais, et Monsieur Coquard, moi j'aurais deux questions à vous poser par rapport à cette trajectoire féminine que vous nous avez décrite, qui n'a pas pu aller jusqu'à l'engagement politique local. Est-ce que vous ne pensez pas que la commune rurale, par sa petite taille, par ses interdépendances entre acteurs, justement, permet parfois de faire émerger des trajectoires atypiques en termes justement d'accessibilité de la fonction sur des types de populations qu'on ne verrait jamais en milieu urbain? Est-ce qu'on voit ça parfois? Ah, moi, je suis 100% d'accord avec vous. C'est la conclusion de mon chapitre d'ouvrage dont je vous parlais sur l'engagement de cette mère au foyer-là. Ça n'aurait pas été possible en vie. Un profil Ah, comme elle, j'ai un collègue sociologue qui s'appelle Raphaël Chalier qui vient de publier un livre, son enquête prend place notamment dans les Vosges, donc en milieu rural, et où il montre en fait comment les partis politiques, du coup, dès qu'on arrive à un certain niveau voilà, d'une certaine échelle de commune, c'est les partis politiques qui organisent la représentation des élus, qui filtrent en tout cas. On voit comment en fait ces profils de jeunes femmes, notamment celles issues des milieux populaires, celles qui n'ont pas pu faire d'études, sont de suite disqualifiées. Elles ne sont jamais investies d'un mandat, jamais d'une candidature. Et donc, forcément, que, voilà, une Sandra, et il y en a eu d'autres en plus depuis, sur lesquels je n'ai pas écrit, jamais ça émergerait ailleurs que dans une commune où on se demande s'il y aura une liste au municipal qui fera opposition à la mairie sortante qui est là depuis les années 80. C'est vraiment, à mon avis, mais ça, c'est encore, c'est rien, je trouve, le mandat pour vraiment être maire, enfin, le moment de l'élection, comparé à toutes les possibilités qu'il y a déjà de création d'associations, de prendre de la place dans des collectifs, où en ville, vous seriez amené à quasiment peu exister dans le même type de structure. Là, en fait, vous pouvez avoir un rôle moteur central qui vous valorise vraiment. Et c'est ça, moi aussi, je trouve que le milieu rural, il a ça en fait de paradoxal. C'est moi qui étudie les campagnes en déclin, je dis toujours que à la fois c'est des campagnes qui sont mises à l'écart des mannes et des flux économiques. Il n'y a pas de création d'emplois depuis les années 90 dans les cantons sur lesquels j'enquête. Enfin voilà, on est vraiment sur un marché du travail atone, etc. Mais d'un autre côté, notamment parce que les, les groupes sociaux les plus fortunés, les plus dotés en capital scolaire, etc., sont partis. En fait, la place, et notamment les places d'élus, mais aussi simplement, on peut voir l'accès au marché de l'immobilier, l'accès à différents emplois qualifiés, vont pouvoir bénéficier en fait aux catégories populaires
qui vont pouvoir se former tout au long de la carrière parce qu'on n'arrive pas à attirer des cadres en fait localement. Il y a un turnover énorme. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent autant former un contremaître, un ouvrier qualifié qui va plus tard devenir un chef d'équipe et puis plus tard, pourquoi pas, passer à des échelons plus grands, puis reprendre la boîte. Ben voilà, moi, j'ai des trajectoires chez les jeunes que j'ai commencé à voir dans les années 2010, qui étaient des ouvriers précaires en intérim, qui aujourd'hui reprennent des boîtes, en fait, parce qu'il n'y avait personne pour reprendre, et ils vont se trouver à avoir une ascension sociale assez conséquente, hein, alors même qu'on va considérer de loin qu'ils n'ont pas forcément changé, qu'ils font toujours le même métier, mais la place qu'ils ont pris est énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la manière déjà de valoriser les jeunes par leur travail. Un ouvrier en milieu rural, dont on va dire à 18 ans qu'il a de l'or dans les mains parce qu'on a vu retaper une façade sur la rue principale, voilà, en pierre apparente, etc. Son équivalent, son homologue en ville, il pointe à l'agence d'intérim, il retourne en RER chez lui, personne ne l'a vu bosser. Je parle aussi des profils féminins dans le bouquin là-dessus, sur par exemple une vendeuse en boulangerie que j'ai suivie, qui devient comptable de la boulangerie, qui ensuite en fait gère plusieurs, parce que la boulangerie ouvre plusieurs sites, parce qu'il n'y a plus beaucoup de boulangers, du coup le boulanger fait fortune, en fait il a un gros labo, etc., pour livrer tous les villages aux alentours. On dit d'elle que voilà, elle a des compétences hors normes pour gérer la clientèle, pour gérer l'entreprise, alors même que c'est une jeune femme qui n'a pas de diplôme, qui est entrée en emploi sur le tard, après avoir fait ses 3 enfants. Ben voilà, elle a un parcours tout à fait atypique, et jamais, jamais elle aurait pu se valoriser de cette manière-là, je pense, sans qualification sur un marché de l'emploi urbain. Donc, il est là le paradoxe, en fait. C'est qu'à la fois, bah oui, on est loin de tout, à la fois les perspectives d'avenir, bah, elles sont ce qu'elles sont, elles ne bougeront pas du jour au lendemain, mais d'un autre côté, ça laisse la porte ouverte, en fait, à mon avis, à des destins qui ne seraient pas possibles en vie. Oui, oui, oui. Et je trouve ça extrêmement fort ce que vous dites, notamment face à la crise démocratique qu'on traverse, avec les difficultés pour notre République à avoir cette représentativité. Et du coup, on aurait donc potentiellement sur ces territoires ruraux des pépites d'engagement qui pourraient peut-être servir, être des phares pour nous, pour essayer d'aller vers plus de représentativité de nos institutions. J'en arrive à ma deuxième question que je voulais vous poser. Donc, comment faire pour amplifier ce que vous dites de cette capacité positive des territoires ruraux de permettre des traversées de plafond de verre? Qu'est-ce qu'il faudrait encore mettre en place pour aller plus loin, selon vous? Pour moi, il faut des. Je suis pas. Là, je sors de mon rôle de sociologue, hein. Je peux dire des bêtises, d'accord. Parce que ça, c'est pas d'ordre de l'analyse. Là, c'est vraiment mon citoyen qui parle. Mais je pense qu'il faut davantage de passerelles entre les groupes sociaux, que en fait les catégories sociales qui historiquement en fait tiennent les mairies, les font vivre, et voilà. Enfin, je leur tire mon chapeau, c'est aux personnes qui s'engagent, tels qu'ils soient. Simplement, il faut davantage de passerelles. C'est-à-dire que quand vous preniez la structuration typique d'un village, moi qui travaille sur le Grand Est, je pense que ça vaut pour toute la France dans les années 60-70, il y avait énormément de débits de boissons, de lieux de rencontre, de lieux publics, et l'instituteur, le prof du collège, le cadre de l'entreprise du coin, de l'usine du coin, etc., il était entraîneur du club de foot. Il était elle était prof à la chorale ou aux majorettes, etc. Enfin, il y avait en fait un lien d'encadrement, un rôle d'encadrement qui était assumé au-delà des fonctions politiques. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement diriger, c'était aussi encadrer et vivre ensemble. Aujourd'hui, si on prend, moi qui suis un peu de ce milieu-là, si je prends le profil des profs dans les campagnes en déclin, en tout cas, ce qui est complètement différent dans les campagnes attractives, les profs n'habitent pas là, ils habitent dans les villes les plus proches. Et ils ne restent pas un peu longtemps. Il y a une difficulté, et donc ils ne sont pas investis non plus dans la vie publique. Je dis vraiment en généralité, ne le prenez pas mal, si vous êtes un prof et que vous faites tout pour votre village, tant mieux. Et voilà. Mais simplement, statistiquement, on voit ça, qu'il y a une délocalisation en fait, de la présence des catégories supérieures, des catégories les plus privilégiées, et le fait qu'on ne se rencontre pas sur ces scènes, qu'on se rencontre pas sur des scènes anodines du quotidien où on partage une passion, un loisir, ça incite pas en fait à s'engager, parce que l'engagement on le fait s'il y a machin et trucs qu'on connaît bien, qui sont déjà des potes, à qui on fait confiance, qui nous disent viens, on y va, on le fait. On fait pas ça par les profils dont on parle. Un ouvrier dans une petite boîte du bâtiment, une vendeuse en boulangerie, elle ne va pas se dire j'ai envie d'être maire, c'est mon ambition. C'est pas comme ça qu'elle Alors, va. il faut recréer des lieux de vivre ensemble, des cafés, épiceries,
des places publiques, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bah, alors moi, je suis un peu froid sur la mode qui a ce qu'on appelle les tiers-lieux. De Hmm. toute façon, quand on voit qui les investit, qui les met en place, etc., on voit très bien, ça correspond aux besoins d'une population qui n'est pas forcément représentative de l'ensemble des habitants. Et voilà, moi, j'apprécie, je suis proche et j'apprécie beaucoup de gens qui font des tiers-lieux, mais en fait, ils ont tous les mêmes problèmes. Ils disent, mais nous, les jeunes femmes dont tu parles dans tes livres, on ne les voit jamais. Et oui, mais pourtant, regarde, il y a 60% des jeunes femmes de ton village qui sont ouvrières ou sans emploi ou employées. Donc, c'est quand même 6 sur 10. Si tu... Enfin bref, ça veut dire qu'en fait, il y a une coupure en termes de qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce quel, qu'est-ce qu'on met en place. Voilà, et je pense qu'il faut... C'est vraiment le problème de dire qui aussi, qu'est-ce qu'on renvoie, à quoi ça va renvoyer. Est-ce qu'on va se dire que d'emblée, la main tendue n'est pas synonyme pour beaucoup des jeunes femmes que j'ai rencontrées d'assistanat, qu'on n'a pas envie d'aller demander quelque chose, d'aller demander des services. Au contraire, ce qui fait plaisir, c'est plutôt d'être valorisé par des choses qui nous passionnent, par les loisirs. Il y a encore en fait des espaces de sociabilité féminine qui se remettent en place et on le voit nous dans les enquêtes. C'est simplement, ils sont beaucoup plus informels. Aujourd'hui, vous avez tout un tas un revival de la vente à domicile, finalement qui sont des cercles de sociabilité féminin où on parle beaucoup. Là, en ce moment, on est en train de faire une enquête dans mon labo sur les loisirs verts, mais on voit en fait que les femmes, quand elles vont profiter de la nature environnante en milieu rural, à la différence des hommes qui vont louer la forêt, que le samedi, dimanche, c'est la chasse, et voilà, il y a les panneaux chasse en cours, ou alors il y a le motocross, ou même le VTT, ou quoi que sais-je, les femmes, elles vont davantage aller se promener toutes seules, avec leurs enfants, sur un chemin blanc pour déranger personne, et puis revenir chez elles, ou alors juste aller un petit peu, dans une région où il y a de la truffe, aller aux truffes comme ça, mais toute seule, mais sans en fait constituer un collectif autour de ça. Parce que de fait, il n'y a pas d'association qui permet en fait de fédérer tout cet intérêt commun. Donc, on se rend compte qu'elles ont des intérêts en commun, des loisirs en commun, etc., mais que tout ça n'est pas organisé. Et il y a vraiment aussi toute une réappropriation de l'espace à faire. Là, il y a eu une petite pré-enquête qui était intéressante dans un village très forestier avec un patrimoine euh, vraiment intéressant en termes de voilà, une belle forêt où tous les hommes en fait qu'on interrogeait, le questionnaire ressortait vraiment une maîtrise de l'espace forestier par les hommes qui y allaient tout le temps, qui avaient leur loisir dedans, voire leur espace de travail. Et les femmes, y compris des femmes qui avaient déjà 40, 50 ans, n'avaient jamais mis les pieds dans la forêt parce que en fait c'était pas leur territoire. Du coup, il ne leur restait pas grand-chose vu qu'elles n'allaient pas non plus ben voilà, dans les lieux de vie du village. Ça leur permettait pas de se rencontrer, de recréer des liens. Et moi, donc, parce qu'il ne faudrait pas tout faire reposer aussi sur les volontés individuelles. Parce que là, l'existence en fait d'initiatives, même venant du maire, le maire il peut se débattre des fois comme il veut. Il y a des logiques structurelles qui le dépassent et contre lesquelles il ne peut pas aller. Moi, je pense que c'est déjà un effet, cette invisibilisation des femmes et l'individualisation en fait des conditions de vie des femmes, elle est due au fait que les structures collectives dont elles dépendent ont tendance un peu à péricliter dans les zones rurales, notamment dans les zones rurales les plus fragiles. Et voilà, les femmes sont les premières concernées par tout ce qui touche au retrait de l'État, tout ce qui touche au fait qu'on va fermer des écoles pour faire des groupements scolaires. Du coup, on va moins s'engager dans les parents d'élèves parce que l'école elle est à 20 bornes, 20 km de chez soi et qu'on a déjà beaucoup de temps perdu à aller chercher les enfants, à en mettre un. Moi, j'ai des journées typiques que je retrace dans mes travaux de jeunes femmes une notamment qui est gilet jaune et qui me dit moi je fais que manger des amandes et elle me décrit qu'en fait la crèche qui reste elle est à 15 km de chez elle puis il faut refaire 20 bornes dans l'autre sens pour aller à l'école primaire pour le fils aîné et après il faut aller travailler en shift décalé etc. Enfin voilà dans son secteur elle fait que courir après les alors quand il y a eu les 80 km/h parce que c'était ça qui avait engagé d'emblée elle était furax parce qu'elle s'est dit mais moi en fait je subis l'éloignement de tout. J'ai pas envie de rouler comme une folle sur les routes, mais simplement, voilà, je peux pas faire autrement que de manger des amandes, comme elle dit, parce que je suis sans arrêt déplacé d'un côté et de l'autre. Et on a en fait cette polarisation là, un peu entre des vies masculines qui arrivent à être
comme on dit, bien dans leur autochtonie, c'est-à-dire où, par exemple, typiquement, quand je développais les profils d'un artisan qui est bien connu, qui a son entreprise, qui va s'engager dans le club de foot, etc. Et puis de l'autre côté, l'équivalent d'une jeune femme de trentaine d'années comme lui, qui va en fait être ballottée entre les différents services qui sont les plus éloignés, qui sont les services qui sont liés aux tâches domestiques en fait, et à la famille, aux enfants, à tout ce qui incombe toujours aussi largement quasiment aux femmes que par rapport aux hommes. Donc, ça n'évolue pas trop, le partage des tâches domestiques. Euh, et ben, on se rend compte que tout ça, c'est de plus en plus difficile d'accès. Et il me semble qu'il y a des vrais enjeux là-dessus qui sont là pour le coup des politiques générales et des décisions politiques plus fortes. Et il y a aussi là encore pour aller encore plus vers ce sur quoi on ne peut pas agir, ou en tout cas ce sur quoi on n'agit pas. Je vous prends des exemples typiques, mais il y avait beaucoup de clubs de foot féminins dans le Grand Est. Ces clubs de foot féminins, ils étaient beaucoup adossés en fait à une industrie locale paternaliste qui organisait un petit peu la vie collective et les loisirs. Et quand l'usine ferme, la Fédération française de foot, elle maintient le club masculin, mais en fait, les jeunes femmes qui ne se connaissent plus par l'usine, qui ne se connaissent plus par le collectif ouvrier, elles ne recréent pas de club de foot. Il n'y a plus cet espace en fait de loisirs féminins et donc ça se perd. Même si ça faisait 50 ans qu'il y avait un club enfin non, 30 ans, quand ça ferme dans les années 90, c'est venu dans les années 60-70, qu'il y avait un club de foot féminin. Et tout ça, c'est lié au fait que quand vous êtes dans des emplois précaires, individuels, que vous avez déjà pas le temps de mêler vie familiale, enfin tâches de travail domestique et travail professionnel, vous n'avez pas de temps à consacrer au loisir, vous n'avez même pas de temps à consacrer à rencontrer du monde et à faire des amis. Et donc, quand vous avez en fait un temps de loisir, le groupe qui est là, le groupe qui est présent, c'est celui de votre mari, de votre conjoint, qui viennent à la maison, qui passent boire l'apéro, etc. Que par ailleurs, vous pouvez développer des amitiés après entre compagnes, de conjoints, etc. Mais déjà, ça prend des années. Moi, je l'ai vu. Hein, c'est vraiment, on ne choisit pas les copines des copains de son conjoint. Donc, il n'y a pas forcément d'affinité. Ça met forcément plus de temps. Donc, tout ça, ça fait que tant qu'il n'y a pas en fait de structures d'emploi collectif qui permet une stabilité économique et sociale, c'est plus compliqué de faire groupe. Et quand on ne fait pas groupe, on s'engage moins dans la vie de la cité. Quand on est isolé, on s'engage moins dans la vie de la cité. Il y a même des comportements politiques qui sont moins la majorité assez imposante des jeunes sur lesquels je travaille sont plutôt proches de l'extrême droite en termes de politique. En fait, on se rend compte qu'il y a évidemment des corrélations entre le fait de penser ne pouvoir compter sur personne, être mal entouré, etc., ne pas avoir confiance en fait dans les autres, penser qu'il y a une concurrence intrinsèque au monde social et que chacun voit midi à sa porte. Il y a une corrélation très forte entre ça et le fait de se porter plutôt vers l'extrême droite et le fait de dénigrer plutôt l'engagement collectif. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien voir comment c'est lié en fait à la structure d'emploi. J'ai des exemples inverses de ce que je vous décris de l'isolement féminin, du côté de femmes qui sont toutes infirmières dans un hôpital qui reste en milieu rural. Il faut que cet hôpital soit présent. Il faut qu'il y ait un hôpital pour qu'il y ait des emplois féminins stables, valorisants, qu'on se rencontre dans l'entreprise, etc. Et que derrière, voilà, ça permette d'aller au-delà, d'avoir des affinités. C'est vraiment c'est vraiment une question pour le coup qui est. Moi, je ne m'intéresse pas aux questions, si vous voulez, aux femmes pour dire voilà, je vais travailler sur les femmes parce qu'aujourd'hui c'est une thématique à la mode, tout le monde parle du féminisme, etc. C'est simplement parce qu'il me semble que vraiment il y a quelque chose de structurel dans la manière dont est organisée l'économie vraiment de fond des milieux ruraux, et notamment des anciens milieux ruraux industriels, de voir que la condition féminine, elle permet de tout expliquer. Et qu'aujourd'hui, elles sont les premières victimes de ça. Et la pauvreté en milieu rural, on la retrouve chez des personnes très âgées, etc., isolées, ou dans les familles monoparentales, dans des femmes qui, justement, parce qu'elles avaient coupé les ponts avec leur milieu d'origine, quand elles se sont mises en couple, une fois qu'elles se séparent, elles se retrouvent un peu finalement nulle part. Et quand il y a séparation, quand il y a divorce, le groupe d'amis qui est vraiment, moi je l'explique dans mes travaux, hein, c'est un peu le centre de mon travail, c'est de montrer comment, quand il n'y a plus toutes les instances de reproduction sociale des groupes, c'est-à-dire des instances qui vous permettaient de trouver un travail, de vous stabiliser dans la vie, c'est de manière informelle l'interconnaissance qui l'organise, la bande de potes, le groupe, et la plupart des jeunes que j'ai rencontrés avaient trouvé un boulot via leurs potes, en fait, via des recommandations, via la réputation. Et tant qu'on fait partie d'un groupe cohésif où voilà, on s'entraide,
où on se recommande pour entrer dans la boîte du copain, etc., ça va. On accède vite à la propriété, tout le monde vient donner un coup de main pour refaire une vieille maison, tout va bien, on appartient aux fractions stables, on va dire, des classes populaires. Par contre, quand il y a une séparation conjugale, on se rend compte que le jeune homme garde son inscription en fait, dans les sociabilités amicales, garde ces solidarités-là, la jeune femme, elle part. Et là, en fait, on se retrouve dans des situations de possible précarité. Mais en tout cas, je trouve que cette conclusion que vous faites de cet entretien qu'on a pu conduire ensemble et qui était extrêmement intéressant, met aussi l'accent sur ce qu'on a envie de nous aussi mettre en avant à l'Association des maires ruraux de France, c'est-à-dire parler de la femme et de son engagement politique. C'est évidemment avec une vocation universelle, c'est qu'on pense que justement d'aller analyser ce qui empêche aujourd'hui les trajectoires de femmes à accéder aux fonctions électives, c'est aussi permettre de penser tout ce qui peut empêcher, tous ceux qui n'ont pas accès à ces fonctions-là pour des raisons diverses et variées, quoi. Donc, merci en tout cas, Monsieur Coquart, pour votre intervention, pour nous avoir éclairé sur le pan sociologique de la place des femmes en milieu rural et de leur engagement politique. Et du coup, j'espère qu'on aura le plaisir de vous voir en vrai à un moment de rencontre avec les maires ruraux de France.